Merci beaucoup et je voudrais commencer par remercier bien sûr Bernard Lescaze pour son invitation ici et la Fondation Martin Bonnemer dans le sillage de cette belle exposition que j'ai eu le privilège de visiter tout à l'heure sur les livres du libéralisme et où Bentham et son traducteur genevois Étienne Dumont figurent en bonne place. Je parlerai un petit peu des relations de Bentham avec Étienne Dumont pendant cette présentation, mais elle sera consacrée dans le cadre de ces séances sur le libéralisme à un thème plus vaste, plus large, celui de l'articulation de la liberté et de l'utilité, du libéralisme et de l'utilitarisme dans la pensée de Jérémie Bentham. Alors, en 1773, Michel Foucault prononce devant des universitaires brésiliens une phrase qu'il sait tout à fait provocatrice. Il dit « Je fais des excuses aux historiens de la philosophie pour cette affirmation, mais je crois que Bentham est plus important pour notre société que Kant et Hegel. » Il ajoute même « On devrait lui rendre hommage dans chacune de nos sociétés. » Alors, Foucault fait très précisément allusion à ce qu'il appelle la société de surveillance, le thème central de surveiller et punir, et en 1973, il vient d'en achever la rédaction. Il précise sa pensée. C'est Bentham, poursuit-il, qui a programmé, défini et décrit de la manière la plus précise les formes de pouvoir dans lesquelles nous vivons, et qui a présenté un merveilleux et célèbre petit modèle de cette société de l'orthopédie généralisée, le fameux panoptique. Foucault s'engage à la fois contre le système carcéral et contre la généralisation du contrôle sur les corps, ce qu'il nommera plus tard la biopolitique. Et pour lui, le projet de prison circulaire imaginé par Bentham anticipe certaines mutations essentielles de la modernité libérale et permet de les modéliser, de leur donner forme au sein d'un dispositif spécifique. Plus de 40 ans plus tard, la pertinence de cette affirmation, bon, fut-elle provocatrice, ne va pas de soi. Les formes de surveillance elles-mêmes se sont transformées. À l'ère d'Internet, et comme des débats très récents en France nous le rappellent, les possibilités de surveillance sont démultipliées. Mais surtout, chacun est aujourd'hui le fournisseur volontaire des informations qui le concernent. Il est difficile, dans ces circonstances, d'opposer la tyrannie de la visibilité à la liberté toute relative que procure l'invisibilité. Mais le rappel de Foucault sur l'importance du contrôle des corps et des comportements reste plus important aujourd'hui que jamais. Pourtant, on peut se demander si la métaphore panoptique est la plus appropriée. En réduisant le projet de prison panoptique à un outil, à un diagramme, on perd de vue les intentions de Bentham. En élevant le panoptique au rang de système, Foucault voulait mettre en lumière l'un des aspects du libéralisme contemporain. Je voudrais partir de l'opposition que Foucault matérialise entre utilité et liberté pour comprendre plus en détail la nature, les caractéristiques du libéralisme de Jérémie Bentham, le fondateur de l'utilitarisme classique. Donc, je vais parler aujourd'hui en tant que spécialiste de l'histoire intellectuelle et non pas en tant que philosophe ou que spécialiste des sciences politiques, pour essayer de partir de l'inscription de la pensée de Bentham dans son temps et dans ses intentions, ses objectifs, ce qui va nous permettre également de s'interroger sur la pertinence de sa pensée aujourd'hui. Je commencerai donc par dire quelques mots sur l'ambition qui anime Jérémie Bentham durant sa vie, à un moment clé de l'histoire européenne, mais aussi genevoise. Ce moment, c'est celui de la fin des Lumières et de la naissance des sociétés libérales dans l'Europe post-révolutionnaire. Son ambition est la même tout au long de sa vie, elle ne varie pas. Il faut poser les fondations d'une société nouvelle, tout entière régie par le principe de l'utilité. J'examinerai plus précisément la pertinence de la pensée libérale de Bentham à travers 3 questions. D'abord, le rôle du législateur dans la réforme de la société, puis la place des intérêts dans la démocratie, et enfin l'articulation entre 2 valeurs dont on a vu qu'elles étaient travaillées par un tiraillement, la liberté et l'utilité. D'abord, un petit rappel historique. Bentham est né à Londres en 1748, il y est mort également en 1832, ce qui en fait le témoin d'une génération qui a vu le monde se transformer sous ses yeux
et le tempo du changement économique, social et politique s'accélérait considérablement. La publication de ses premiers écrits, en 1776, coïncide avec la déclaration d'indépendance américaine. 15 ans plus tard, les événements de 1789 semblent ouvrir le champ de la réforme avant que le pays ne bascule dans la Révolution. À la suite des défaites de Napoléon, les fondements d'une Europe nouvelle sont posés. Le canton de Genève retrouve son indépendance et est rattaché à la Confédération helvétique. Dans la péninsule ibérique, les années 1815-1820 voient naître d'éphémères gouvernements libéraux. Quelques années plus tard, au terme d'une longue guerre d'indépendance, la Grèce sort de l'Empire ottoman, et la Grande-Bretagne elle-même, le pays qui résistait le plus finalement à ces bouleversements, adopte en 1832, l'année même de la mort de Bentham, un Reform Bill qui ouvre la voie à la démocratisation très progressive de la vie politique. J'ai cité ces événements parce que Bentham ne se contente pas de les observer, et qu'il a vu dans chacun de ceux que je viens de citer des occasions pour faire connaître ses idées. Il a utilisé ses réseaux personnels pour envoyer des projets de réforme aux puissants et aux dirigeants de ces révolutions. Vers 1780, il espère s'adresser à l'impératrice éclairée Catherine II de Russie. Puis en 1789-90, c'est à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée constituante qu'il écrit. Dans les années 1820, on retrouve parmi ses correspondants le libérateur Simon Bolivar. Et s'il rédige un code constitutionnel au début des années 1820, c'est d'abord à l'attention du Portugal, puis il le destine à la Grèce après l'échec de la révolution libérale dans la péninsule ibérique. 2 ans avant sa mort, il adresse 2 lettres ouvertes au peuple français au moment de la Révolution de juillet. On sait le rôle crucial qu'a joué le Genevois Étienne Dumont dans la diffusion de ses écrits en français, mais aussi, au-delà de la France, dans toute l'Europe francophone, et aussi sur le continent sud-américain, grâce à des traductions presque immédiates qui ont circulé en espagnol. Membre du Conseil représentatif, Étienne Dumont s'efforce, donc après 1815, s'efforce de promouvoir certains principes de Bentham pour faire entendre la voix de la faction libérale dans la mise en place des nouvelles institutions genevoises. Pétri de l'optimisme des Lumières, et même, il faut le noter, après la Révolution française, ce qui n'est pas le cas d'autres penseurs, Bentham voit dans tous ces bouleversements l'occasion de poser les fondations d'un monde nouveau à partir d'une compréhension renouvelée des processus sociaux et de la psychologie individuelle. Donc là, je vais dire quelques mots des principes fondateurs de l'utilitarisme. En 1776, dans le fragment sur le gouvernement auquel j'ai déjà fait allusion, son livre s'ouvre sur une affirmation vibrante où les espoirs de réforme se nourrissent des découvertes scientifiques récentes. Je vais lire un court extrait qui résume, il me semble, l'approche de Bentham vis-à-vis du moment de l'histoire où il vit, et pas uniquement en 1776, mais aussi, on retrouve cet enthousiasme plus tard. Ce n'est pas un hasard si son texte est publié l'année même où l'Amérique déclare son indépendance, quoique Bentham ne soutienne pas la Révolution américaine en 1776, et c'est des choses dont nous pourrons discuter après, si ce point vous intéresse. Mais Bentham perçoit la dynamique du changement à l'œuvre et s'inscrit dans ce mouvement de réforme et dans cet immense espoir ouvert par les Lumières. Nous vivons, écrit-il, une époque mouvementée, où la connaissance s'approche rapidement de la perfection. Le monde physique, en particulier, ne bruisse que de découvertes et de progrès. Les régions les plus distantes et les plus obscures du monde sont traversées et explorées. L'air vivifiant et subtil a récemment été analysé et décomposé en ses éléments. Voilà des preuves frappantes, s'il en fallait encore, de cette plaisante vérité. À la découverte et au progrès dans le monde physique correspond la réforme du monde moral. S'il est vrai en effet que, selon la notion commune, dans le monde moral, il n'y ait plus rien à découvrir. Mais cela n'est peut-être pas le cas. Peut-être, parmi les observations qui pourraient conduire à de nouvelles réformes, il y en a-t-il dont la portée n'a pas été complètement réalisée, voire pas du tout, et qui, si on les mettait au jour, pourraient porter le nom de découverte, tant nous manquons encore de méthodes et de précision pour explorer les conséquences de cet axiome fondamental, le plus grand bonheur du plus grand nombre est la mesure du bien et du mal. C'est donc cette phrase, le plus grand bonheur du plus grand nombre est la mesure du bien et du mal, qui résume à elle seule la doctrine utilitariste.
Donc pour Bentham, la doctrine qui doit fonder les réformes à venir, dont la découverte doit être popularisée et l'exploration systématisée, est celle de l'intérêt. Alors on le sait, la doctrine de l'intérêt est au cœur de la pensée politique européenne du XVIIIe siècle, que ce soit chez Bernard Mandeville en Grande-Bretagne, Helvétius en France, ou bien encore dans l'économie politique d'Adam Smith. Pour Bentham, grand admirateur d'Helvétius, de d'Alembert, de Voltaire, très bon connaisseur de la philosophie britannique du XVIIIe, cette doctrine fournit les clés de la compréhension non seulement de l'individu, mais aussi de la société tout entière, et partant des principes qui doivent guider la réforme politique et juridique. C'est pour reprendre ces termes, donc la doctrine de l'intérêt, et pour reprendre ces termes, une doctrine morale, dont les implications doivent être reconnues et travaillées à tous les niveaux. Alors ces premiers ouvrages poseront les fondements théoriques de la doctrine utilitariste. Par exemple, dans l'introduction aux principes de morale et de législation, publiée en 1789, il énonce les axiomes qui doivent fonder la réflexion utilitariste, avec des définitions, par exemple, l'utilité et la propriété d'un objet à produire du bénéfice, des avantages, du plaisir ou du bonheur. Bien encore, le principe d'utilité approuve ou désapprouve toute action, quelle qu'elle soit, selon la tendance qu'elle semble avoir à augmenter ou à diminuer le bonheur de la partie dont l'intérêt est en jeu. Enfin, au niveau de la société, l'intérêt de la communauté est la somme des intérêts des divers membres qui la composent. Terminons avec un dernier axiome, donc qui n'est pas cité au même endroit, ça n'est pas dans l'introduction au principe de morale et de législation, mais on le retrouve fréquemment sous la plume de Bentham. Chaque individu est le meilleur juge de ses propres intérêts. Alors l'utilitarisme doit être compris à la fois comme un projet de recherche et comme un programme de réforme. La recherche doit porter sur les mécanismes psychologiques et sur les processus sociaux, et la réforme aura pour objet de mettre en place des institutions juridiques et politiques adaptées à ces mécanismes pour créer une société qui contribue au plus grand bonheur du plus grand nombre. Fort d'une doctrine dont il tient les fondements comme universels et incontestables, Bentham aborde les bouleversements historiques dont il est le témoin en réformateur. Pour lui, chacun de ces événements présente une opportunité de faire reconnaître le primat de l'utilité. Alors, comme je l'ai dit, il agit par la plume en envoyant ses projets de réforme à un grand nombre de correspondants dans toute l'Europe et même plus largement dans le monde entier. Mais j'ai bien dit de réforme et pas de révolution, car Bentham n'est pas un révolutionnaire. D'abord, il ne s'engage pas personnellement dans la carrière politique, il ne crée pas de parti, même si on retrouvera des utilitaristes, des radicaux plus précisément au Parlement anglais après sa mort, mais uniquement après 1832. Donc il ne crée pas de parti. Il se présente comme un publiciste dont le rôle est de former l'opinion des politiques et celle du public. Mais si Bentham n'est pas un révolutionnaire, c'est aussi pour une raison plus théorique. En effet, l'utilité met l'accent sur le bonheur, on l'a dit, mais aussi sur le plaisir et sur la continuité des conditions dans lesquelles les individus peuvent réaliser véritablement un calcul. Alors, dans ces conditions-là, une révolution est synonyme à chaque fois, dit Bentham, de violence, et à ce titre de douleur. Pas de révolution sans bouleversement, pas de bouleversement sans instabilité et sans trouble des espérances. Dans un monde instable, dans un monde troublé, comment régler sa propre conduite individuelle ? Plutôt conservatrice en termes politiques au début de sa carrière, les opinions de Bentham évoluent après 1810, quand il en vient à placer ses espoirs dans un changement radical des institutions politiques, fût-ce au prix d'une révolution. Mais l'utilitarisme n'est pas pour autant une doctrine révolutionnaire, c'est une doctrine gradualiste et réformiste. Observateur attentif des révolutions, très bien informé de ce qui se passe dans le monde, à la fois par la presse, dont il est un lecteur assidu, mais aussi par un réseau croissant d'amis, de disciples, de correspondants, Bentham propose à tous un programme de réforme fondé sur l'utilité. Ce programme est identique dans ses grandes lignes. Il a pour vocation de s'adapter, comme l'explique le sous-titre du Code constitutionnel paru en 1830,
Ce projet de réforme doit s'adapter à toutes les nations professant des opinions libérales. Les principes de la nature humaine étant universels, les institutions qui conduisent au bonheur le seront également. Le rôle du législateur sera donc de fixer un cadre et des principes. Il appartiendra à ceux qui agissent sur le terrain ensuite de les adapter à la situation donnée de leur pays et au moment de l'histoire dans lequel ils vivent. Donc je vais maintenant esquisser les grandes lignes de ce programme réformateur. Et c'est en partant de ce programme lui-même qu'on pourra évaluer la tension entre utilité et liberté qui travaille l'œuvre de Bentham. Alors, en raison de la méfiance qu'a Bentham envers les bouleversements violents, la réforme constitutionnelle n'est pas prioritaire, tout au moins jusqu'aux années 1810 environ. Bentham offre en effet l'exemple plutôt rare d'un penseur dont les idées politiques se radicalisent et se démocratisent au fil des ans. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Si dans ses premiers écrits, Bentham ne met pas en avant la participation politique, il part d'un postulat qui n'est pas incompatible avec la démocratie. Son postulat, c'est le suivant, c'est l'égalité devant la loi, l'égalité d'individus dotés d'une capacité égale au bonheur. Ainsi, c'est par la réforme juridique qu'il faudra commencer. C'est elle, la réforme du droit, qui porte en germe la possibilité de la réforme politique. On retrouve là une inspiration très ancienne chez Bentham, car avant la Révolution française, l'Europe des années 1770-1780 est agitée par un courant très fécond de réformes juridiques, dont les principes orientent les législateurs jusqu'à Bonaparte et bien au-delà. Sur le plan pénal, et c'est là le premier domaine sur lequel il travaille, Bentham s'inscrit dans la lignée de Voltaire et surtout de Cesare Beccaria, qui diffuse dans les années 1770 les principes de la réforme éclairée dans le domaine du droit criminel. L'approche utilitariste, une approche qui s'attache à calculer les conséquences des actions, permet à Bentham de formuler des objectifs précis pour la réforme du droit pénal. Autant qu'il est possible, explique-t-il, la fonction de la peine est de réparer le préjudice, de réformer le délinquant et de dissuader les délinquants potentiels. Rechercher la douleur des peines, c'est rechercher le point d'efficacité maximale de la sanction pénale pour minimiser le coût de la peine pour la société tout entière, tout en maximisant son effet sur l'individu délinquant. C'est des principes qu'on retrouve chez Beccaria, bien sûr. Les principes utilitaristes agissent sur la nature de la sanction pénale, mais aussi sur sa force. Par exemple, selon le raisonnement de Bentham, la peine de mort n'est pas efficace, et c'est à ce titre-là qu'elle doit être proscrite. Mais les principes utilitaristes servent aussi à redessiner les contours de la sanction pénale, c'est-à-dire à définir ce qui doit être ou non un délit ou une infraction. Bentham définit comme délit ou comme infraction uniquement les comportements qui ont un impact négatif sur le quantum de bonheur dans une société donnée. C'est-à-dire qu'il cherche à décriminaliser, comme le fait Beccaria aussi avec la même démarche. Il cherche à décriminaliser des comportements dont l'individu responsable ou les individus responsables subissent seuls les conséquences funestes. Alors il y a plusieurs exemples chez Bentham: suicide, homosexualité, duel, voire infanticide dans certains de ses textes. Et sur ce point, je le répète, il radicalise des positions qui sont largement partagées par d'autres réformateurs. Il n'innove pas, mais il s'inscrit dans un mouvement historique à l'échelle européenne de sécularisation du droit. En France, ce mouvement de sécularisation sera parachevé par les codes Napoléon. Chez Bentham, l'utilité se substitue à la religion comme fondement du droit et institue, de fait, le respect de la sphère privée comme un principe régulateur de la réforme juridique. Et notons que l'idée d'une sphère privée inviolable constitue l'une des clés de voûte du libéralisme au XIXe siècle. En matière civile, le principe de l'utilité poursuit un double objectif: sécuriser les espérances en protégeant la propriété privée, mais aussi tendre à l'égalisation très progressive des fortunes. Je ne m'arrête pas sur ce point, mais je veux souligner que c'est dans le domaine civil que le caractère gradualiste du réformisme de Bentham est le plus sensible. Il n'y a pas sur ce point de variation nette entre ses écrits de jeunesse et ses écrits plus tardifs. Ces plans extrêmement gradualistes tranchent avec ceux des républicains ou des révolutionnaires de la période,
qui s'exprimeront en France et dans d'autres pays européens, mais aussi dans les révolutions sud-américaines qui mettront l'accent sur la réforme agraire. Bentham a une position assez originale sur la question de la propriété privée. Il refuse de la sacraliser et d'en faire un droit naturel de l'individu. Pourtant, il considère que cette institution est utile, elle est même nécessaire au bonheur humain, et il fait de la préservation de la propriété privée l'un des piliers de sa doctrine politique. Donc on a une position un petit peu marginale au sein du libéralisme. Dans les deux cas, pour Bentham, c'est le droit qui est le moteur du changement. Le législateur joue un rôle fondamental. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir aux bases de la psychologie utilitariste. Pour que les individus puissent calculer leurs intérêts, déterminer quelle conduite leur sera ou non profitable, il faut qu'ils puissent escompter que leurs actions auront toujours des conséquences prévisibles, si ce n'est pas toujours des conséquences identiques. Il revient ainsi au législateur de poser le cadre dans lequel s'inscriront toutes nos actions et tous nos calculs. Donc Bentham cherche à créer les conditions du calcul individuel et pas d'anticiper sur le résultat de ce calcul. Il ne cherche pas donc à prescrire telle ou telle conduite qui sera censée conduire chacune ou chacun au bonheur. Il ne s'agit pas de définir le bonheur, définir un contenu pour le bonheur, mais de baliser des chemins qui permettront à chacun de le trouver, selon sa propre définition. Bentham définit ainsi 4 principes qu'il appelle des principes subsidiaires au principe d'utilité. Sécurité et subsistance sont les premiers. Ils sont complétés par l'abondance et par l'égalité. En assurant la garantie de ces objectifs intermédiaires, le législateur construit les conditions de l'accroissement généralisé du bonheur. Alors, s'il ne dit rien de plus en apparence sur ce qui constitue une vie bonne ou une vie heureuse, Bentham opère pourtant un renversement radical qui fait du droit le fondement de la morale et non pas la morale le fondement du droit. Alors il donne un exemple précis. Par exemple, c'est parce que le vol est puni par la loi qu'en tous les cas, même quand je n'ai pas de policier derrière moi, je dois me garder de commettre des vols. L'intériorisation de la loi me dicte mes comportements, même dans les occasions où la sanction ne pourra pas s'appliquer. Alors le panoptique, dont j'ai parlé au début, cette prison circulaire, est la forme la plus aboutie du contrôle exercé par le législateur utilitariste sur les comportements. Le cadre carcéral et la surveillance permanente ont pour but de systématiser le contrôle des conduites et d'en faire internaliser les règles aux détenus. Ça leur permet ainsi d'acquérir les bons réflexes du calcul. C'est donc moins un dispositif de surveillance qu'un dispositif de modelage de l'environnement et des conduites à l'intérieur d'un environnement donné. C'est ça, précisément, qui intéresse Foucault. Comme le révèle l'architecture panoptique, le législateur dispose chez Bentham d'un double arsenal pour modifier les conduites individuelles. D'abord, il agit sur la structure générale, en créant les conditions de la bonne conduite. Et d'autre part, il agit sur les comportements spécifiques en réprimant les mauvaises conduites. Le premier moyen que le législateur a à sa disposition, il l'appelle la législation la législation directe. Qu'est-ce que la législation directe? C'est la publication de codes ou de lois. En punissant le vol à main armée, par exemple, de tant d'années de prison, le législateur peut espérer avoir une influence positive sur le comportement de la plupart des citoyens. Mais le législateur peut faire plus, il doit faire plus, de façon plus subtile. Il peut agir non plus directement sur notre volonté, mais indirectement, de manière un petit peu subliminale, en modifiant le cadre dans lequel nous prenons nos décisions. Par exemple, et c'est un exemple que donne Bentham, le législateur peut valoriser le commerce et du coup la consommation de thé et de café pour faire concurrence à la consommation d'alcool, par le biais de taxes qui influent directement sur le prix de ces biens. J'ai mentionné cette partie de la pensée de Bentham car elle correspond à des pratiques qui suscitent actuellement un regain d'intérêt, notamment au niveau européen, et qui concernent des dispositifs qu'on appelle les nudges, ou bien les coups de coude en bon français, qui ont pour but de modifier nos conduites sans exercer de sanctions juridiques directes, en encourageant les bonnes conduites, alors ce qu'on appelle en psychologie le renforcement positif,
ou bien par des stratégies qui conditionnent de façon invisible ou insensible nos comportements. Un exemple récurrent dans les travaux sur les nudges, c'est la façon dont les produits sont placés dans un supermarché, par exemple. Vous aurez les produits les moins chers en bas, mais un petit peu cachés, alors que ceux qu'on veut vous faire acheter sont tout à fait à la hauteur de vos yeux. Donc, le législateur, un peu comme un chef du marketing, s'intéresserait donc aux moyens non juridiques d'influencer le comportement individuel. Alors, plusieurs chercheurs, récemment, ont établi un parallèle entre ces dispositifs, dont aujourd'hui on discute l'application à la législation, et les travaux de Bentham sur la législation indirecte. Et on peut noter que dans les deux cas, mais à plus de 200 ans d'intervalle, les préoccupations sont les mêmes. D'abord, augmenter le bien-être des citoyens, c'est-à-dire par exemple en donnant aux enfants des écoles publiques, en disposant les aliments par exemple dans les cantines scolaires de façon à ce que les enfants aillent prendre plutôt les fruits et les légumes que les barres chocolatées. Donc d'abord, augmenter le bien-être général, mais aussi restreindre la dépense publique en évitant que l'État ne se mêle directement d'intervenir dans tout un tas de domaines. Donc c'est pour ça que la pensée de Bentham bénéficie aujourd'hui d'un regard d'intérêt chez les juristes, chez des gens qui travaillent sur les différents types de normes et leur articulation. Donc, je voudrais relier ça à ce que j'ai dit précédemment. C'est pas uniquement ce qui m'intéresse, c'est pas la partie uniquement formelle, le travail sur les normes, mais c'est aussi ce que ça révèle de la conception très vaste qu'a Bentham de l'empire du droit. Un droit dont un pouvoir de législateur qui s'étend à la morale et à la société tout entière. Alors cette vision d'une société utilitariste peut nous paraître pas tellement libérale, et elle n'est pas sans risque pour la liberté. Et c'est Alexis de Tocqueville qui nous le rappelle fort à propos. Il n'est séparé de Bentham que par une génération. Le triomphe du bonheur dans une société d'égaux, dit Tocqueville, ne fera-t-elle pas le lit d'un despotisme mou, d'une tyrannie du bien-être, qui ne dirait pas son nom? Je voudrais ici revenir au chapitre final de la démocratie en Amérique, où Tocqueville écrit « Je ne crains pas que les hommes rencontrent dans leur chef des tyrans, mais plutôt des tuteurs. » La description de ce législateur-tuteur n'est pas sans rappeler le pouvoir du législateur benthamien. Après, donc c'est Tocqueville qui continue, après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière. Il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige. Il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse. Il ne détruit point, il empêche de naître. Il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète. Il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. Alors Tocqueville nous alerte ici sur des écueils qui sont à mon sens bien réels dans la vision utilitariste de la société. Mais je crois, pour comprendre la place de Bentham dans la tradition libérale, qu'il est nécessaire de nous tourner vers le programme politique de Bentham, qui apporte un correctif nécessaire à cette vision d'une société amollie par le bien-être et la toute-puissance bienveillante du législateur. Alors, ce sera le dernier point que j'aborderai ce soir. En matière d'institutions politiques et de droit constitutionnel, le programme réformateur de Bentham, tel qu'il est présenté dans le Code constitutionnel de 1830, constitue une réflexion tout à fait originale dans le champ politique, qui allie souveraineté populaire, délégation du gouvernement à des représentants élus, mais qui refuse la séparation tripartite des pouvoirs entre exécutif, judiciaire et législatif, et qui fait du peuple lui-même le garant du bon exercice de ses pouvoirs. Pour comprendre la pensée politique de Bentham, il faut comprendre pourquoi il est devenu démocrate. Alors, dans un premier temps, on pourrait penser que l'exigence d'institutions démocratiques découle des principes utilitaristes eux-mêmes, c'est-à-dire notamment le postulat selon lequel chaque individu est le meilleur juge de ses propres intérêts et chaque individu a un droit égal au bonheur. Pourtant, comme je l'ai dit, historiquement, ça n'est pas le cas.
Bentham s'est attaché d'abord à réformer le droit pénal et le droit civil, et même avant la Révolution française, on le voit s'adresser aux monarques les plus puissants et les plus éclairés de l'époque. Donc j'ai déjà mentionné Catherine II, mais même si elle est éclairée, son caractère autocratique est bien connu. Même de ceux qui soulignent le caractère éclairé de ses réformes dans les années 1770 et 1780. Bentham envisage même brièvement de s'adresser à Louis XVI. Il est clair sur un point. Pour réformer, il faut du pouvoir, il faut des moyens, que ces moyens soient financiers, militaires ou juridiques. Ce sont donc les révolutions, et principalement la Révolution française, qui vont contribuer à infléchir sa réflexion politique, en donnant à Bentham l'occasion d'expérimenter différentes formes de souveraineté pour aboutir, après 1810, à une revendication qui est celle de l'établissement du suffrage universel, assorti du contrôle permanent des électeurs sur leurs représentants. En effet, s'il veut avoir une chance d'être entendu pendant la Révolution française, Bentham doit prendre au sérieux les espoirs de ceux à qui il s'adresse, et notamment les revendications de souveraineté populaire qui s'expriment en France dès 1789. Bentham s'attachera donc, dans ses écrits de l'époque, à définir les conditions auxquelles la souveraineté populaire proposée par les révolutionnaires pourra fonctionner. Par exemple, dans un projet de code constitutionnel pour la France rédigé en 1790, et dont les grands principes seront repris dans le code constitutionnel, il proposera que le droit d'élire réside dans chaque citoyen français, homme ou femme, en âge de voter, sain d'esprit et sachant lire. Alors, quand il dit homme ou femme en âge de voter, c'est la formulation la plus radicale de ses idées, et en fait, dans d'autres textes, en pratique, il cesse bien vite de revendiquer le droit de vote pour les femmes, et il appelle de ses vœux ce qu'il appelle un suffrage quasiment universel. Alors le suffrage, et je reviendrai sur ce quasiment universel, déjà il exclut les femmes, mais il exclut aussi les non-lecteurs, les illettrés. Le suffrage a un rôle crucial à jouer dans une démocratie des intérêts. C'est bien par son vote que chacun transcrit son intérêt individuel en termes politiques, en choisissant parmi les candidats celui qui est le mieux placé pour défendre ses propres intérêts. C'est bien la Révolution française qui révèle à Bentham ce principe sous-jacent. Et c'est pour la Révolution française qu'il cherche à en réaliser les potentialités. Comment faire pour que les intérêts soient véritablement représentés par le vote? Comme Condorcet l'avait fait quelques années plus tôt, Bentham travaille sur la mécanique et sur la mathématique électorale. Pour lui, le scrutin majoritaire est celui qui permet au candidat qui rassemble le plus d'intérêts d'être élu. Donc une majorité simple. Les électeurs, pourtant, doivent garder le pouvoir de révoquer à tout moment leur député en réclamant un vote de destitution qui doit pouvoir être organisé sur le champ. Le peuple veille en permanence sur ses propres intérêts, il n'en délègue pas la gestion à l'aveugle. Il faut donc s'assurer qu'une fois élu, le député continuera à défendre les intérêts pour lesquels il a été élu, au lieu de se mettre au service, au lieu d'utiliser sa position de pouvoir pour défendre ses propres intérêts personnels, qui est une tendance humaine que Bentham constate et qu'il cherche à juguler. Donc il met en place un rigoureux système de contrôle qui organise la publicité des débats parlementaires et leur retranscription dans la presse. Les députés doivent être présents constamment à l'Assemblée, il y a une obligation d'assiduité, leur présence est contrôlée, enregistrée, les absences sont sanctionnées par des amendes. Une presse libre et une éducation politique, continuée tout au long de la vie, permettront à chaque citoyen d'améliorer sa capacité à juger les affaires publiques. C'est pour ça qu'il est nécessaire que les électeurs sachent lire. Il est nécessaire qu'ils sachent lire pour qu'ils puissent lire et suivre dans la presse la retranscription, donc avant la télévision des débats politiques, et il est nécessaire qu'ils puissent également avoir accès à une presse libre. Il est nécessaire également que les électeurs soient mis en garde contre les sophismes du discours politique. Alors, dans les années 1810, Bentham publie à l'attention des électeurs un manuel des sophismes politiques qui doit apprendre à repérer les arguments fallacieux les plus couramment utilisés dans les débats politiques. Alors, ce manuel est aujourd'hui encore d'une grande actualité. On peut citer par exemple, et là les noms sont de Bentham lui-même. Alors,
l'argument du loup-garou, quand on dit « cette mesure va créer l'anarchie », ou alors ce que Bentham appelle l'écran du malfaiteur officiel, dire « nous attaquer, c'est attaquer le gouvernement ». Ou bien encore en appeler à la sagesse des ancêtres, donc un argument qui se passe d'explication. Le contre-pouvoir est exercé en permanence par l'opinion publique chez Bentham. Il fait même de l'opinion publique un tribunal à qui il donne une place dans la Constitution. Il y a donc bien chez Bentham une division des pouvoirs, mais en fait c'est une division entre le pouvoir de gouvernement, exercé par les élus, et le pouvoir de contrôle, exercé par le peuple. Donc on voit là aussi Bentham agir comme un critique des principes libéraux, et notamment en s'opposant à la division tripartite des pouvoirs, celle qui, soi-disant de la Constitution britannique, érigée en modèle par Jean-Louis de Lolme dans les dernières années du XVIIIe siècle. Donc Bentham s'oppose à cette vision-là, et il lui substitue un système de contrôle et de responsabilisation par le biais de la publicisation des actions du gouvernement. Ce qui a pu conduire certains universitaires à parler de panoptique inversée pour décrire le système constitutionnel de Bentham. La question de la visibilité et de la responsabilité étant en permanence mis en avant, et la garantie que le système des intérêts fonctionne effectivement au profit du plus grand nombre et n'est pas confisqué par une personne ou par une minorité. Alors à la suite des études d'Habermas sur la sphère publique, les dernières décennies ont vu des théoriciens de la prise de décision politique s'intéresser de nouveau à Bentham. L'accent qu'il met sur la dynamique délibérative et l'ingénierie électorale, par exemple, a été souligné par le professeur norvégien Jon Elster, qui a été titulaire jusqu'en 2012 d'une chaire au Collège de France. Car la réflexion de Bentham sur la démocratie va bien au-delà du vote. Et il ne se résume pas, contrairement aux apparences, à obtenir des décisions majoritaires agrégatives. En effet, il faut réfléchir aux conditions dans lesquelles les décisions sont prises et minimiser les processus de domination lors de l'expression des intérêts. On retrouve ici quelque chose qu'on aura chez Marx, par exemple, qui est l'idée d'une fausse conscience, alors, contre laquelle il faut lutter. Jon Elster met ainsi l'accent sur les dispositifs imaginés par Bentham, c'est-à-dire assurer la publicité des débats à l'intérieur des assemblées élues et imposer une obligation de présence aux députés. Étienne Dumont ne s'y trompe pas, et le règlement pour le conseil représentatif qu'il propose à la ville de Genève en 1814 s'oppose des principes de Bentham et insiste bien sur la différence entre le débat et sur le vote. Il fixe aussi au débat des modalités strictes qui permettent à la délibération publique de jouer tout son rôle avant que les décisions ne soient votées. La liberté de la presse, la liberté de discussion sont donc des composantes cruciales dans l'architecture constitutionnelle de Bentham, et c'est révélé par le fait qu'il exclut les non-lecteurs du droit de vote. La philosophie utilitariste s'attache donc à créer les conditions d'un espace de délibération libre dans la société tout entière. La démocratie, telle qu'elle est pensée et théorisée par Bentham et ses successeurs, apparaît ainsi comme un système qui rend possible l'harmonisation des intérêts individuels. Les intérêts de chacun sont pris en compte par le biais des institutions. Ce processus requiert, et Bentham insiste véritablement sur ce point, l'investissement continu des individus, et des électeurs et des citoyens dans leurs institutions, et leur vigilance sans faille. D'abord parce qu'ils doivent, comme je l'ai expliqué, contrôler l'exercice des pouvoirs qu'ils ont délégués, mais aussi parce qu'ils sont appelés en personne à participer aux fonctions publiques. Et Bentham souhaite instaurer un système de rotation qui permettrait à chacun d'exercer des fonctions politiques. Donc on a aussi des aspects presque républicains en fait dans sa pensée politique. Il faut insister, je crois, pour ces aspects politiques du système utilitariste, car c'est par là que ce système échappe, je crois, aux critiques qu'avait formulées Tocqueville, enfin que formulera Tocqueville. Tocqueville, on s'en souvient, insistait sur le danger que représentait le retrait des citoyens des démocraties dans une sphère privée qui suffirait à leur petit confort. Au contraire, le modèle démocratique imaginé par Bentham donne à voir une démocratie vivante et vibrante, où les citoyens s'investissent de façon croissante dans la sphère publique, sans sacrifier pour autant leurs intérêts privés et la poursuite individuelle du bonheur. Alors Bentham est loin d'être le seul à voir dans l'intérêt et l'utilité
le moteur des transformations des sociétés européennes. Dans les années 1820, dans la France de la Restauration, ces questions sont débattues dans tous les courants politiques, que ce soit du côté des libéraux, comme Benjamin Constant, ou bien des conservateurs, comme François-René de Chateaubriand. Tocqueville, donc, que j'ai déjà cité, verra dans la doctrine de l'intérêt bien entendu le nouveau credo politique de l'Amérique démocratique. S'ils sont chacun loin de partager les positions de Bentham, et notamment ils soulignent l'insuffisance de la critique utilitariste des droits de l'homme, et c'est un point sur lequel je n'ai pas insisté, mais sur lequel on pourra revenir dans la conversation si vous voulez, c'est la façon dont Bentham refuse de faire appel à des droits naturels et universels, à des droits humains naturels et universels. Donc ça, c'est le point d'achoppement principal dans le débat au sein du libéralisme qui se joue dans les années 1820. S'ils sont loin de partager donc, les positions de Bentham, s'ils s'attachent à démontrer l'insuffisance de la critique utilitariste des droits de l'homme, ces débats nous rappellent que le libéralisme est avant tout un espace de débat, de controverse et de critique, et pas un corpus totalement cohérent et stable historiquement d'idées. Pour conclure rapidement, pas plus que Tocqueville, Chateaubriand ou Constant, Bentham n'est à lire aujourd'hui comme quelqu'un qui aurait les solutions de la crise de la démocratie dans laquelle nous vivons. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont su identifier la dynamique de l'intérêt comme essentielle et inhérente aux sociétés démocratiques, à un moment de l'histoire où la démocratie, rappelons-le, était une potentialité beaucoup plus qu'une réalité. Ils ont perçu que l'enjeu de la modernité était de concilier utilité et liberté. Lire Bentham aujourd'hui, comme lire Tocqueville ou lire Constant, c'est replonger dans des systèmes et des débats qui sont fondateurs de notre modernité politique. C'est explorer les différentes voies qu'aurait pu emprunter le développement politique des sociétés occidentales. C'est donc dans la force exploratoire des chemins tracés par Bentham qu'on peut trouver aujourd'hui matière à réflexion pour nourrir notre réflexion sur les sociétés contemporaines. Je vous remercie.